Bonjour, je suis Siliki Ngoso Sangaakwa et aujourd'hui, je vais vous parler de ces 4 femmes. Ces 4 femmes qui ont osé écouter leur voix, qui ont agi, qui ont impacté et vous dire comment cet héritage, leur héritage, résonne encore en nous. Commençons par la première, Josepha Mua. Elle est née dans les années 30 à Bamenda. Elle était deuxième d'une fratrie de 6 et son père était un ancien combattant de la première guerre contre l'Allemagne. C'était d'ailleurs l'homme le plus instruit de son village. Josepha Mua était la seule femme parlementaire à l'Assemblée consultative du Southern Cameroon à Buea de 1959 à 1961. On l'appelait encore Mama Réunification. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a joué un rôle clé dans l'unification de notre pays. Comment? Le 11 février 1961, elle était enceinte de 6 mois. Certains écrits disent même qu'elle était presque à terme et qu'elle avait une grossesse difficile. Elle a pris sur elle de braver les dangers de la route dans l'insécurité que notre pays traversait et elle a quitté la ville dans laquelle elle habitait, Woum, pour se rendre à Buea pour voter. Et son vote, le dernier, a fait pencher la balance en faveur de la réunification de la République du Cameroun. Des applaudissements pour Josepha Mua, s'il vous plaît. La deuxième héroïne est Sarah Kalalobe Kuta. C'était une éducatrice visionnaire. Après avoir effectué ses études au Cameroun, au Sénégal, en France, elle est rentrée au pays et a fondé une école en 1986, les enfants de Maman Nono. Dans cette école-là, elle enseignait aux enfants selon la théorie de Montessori. C'est une théorie en fait qui consiste à rendre l'enfant autonome. Sarah Kalalobe recevait dans son école tous les enfants. Et figurez-vous, même les enfants en situation de handicap. Vous conviendrez avec moi que c'était une première à cette époque. Elle n'a cessé de s'engager pour cette cause et plus tard, elle s'est engagée dans bon nombre d'associations qui prônaient ou qui contribuaient, on va dire ça comme ça, à l'autonomisation, si je peux utiliser ce terme, des personnes âgées. Elle est née, elle, en 1927. Et lorsqu'il y a quelques années, elle célébrait ses 90 ans, on lui a demandé, Sita Sarah, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, Sita Sarah. On lui a demandé, mais tu ne te reposes pas? Tu n'arrêtes pas de travailler? Et elle a dit, mais j'aurai toute l'éternité pour me reposer. Sarah Kalalobe est la mère de la défunte journaliste Suzanne Kalalobe. La troisième dame est Delphine Changa. La première femme ministre du Cameroun. Elle est née en 1935. Elle a été nommée en 1970 comme ministre des Affaires sociales et elle a occupé ce poste pendant 15 ans sous le défunt président Ahidjo et sous le président Paul Biya. Toute sa vie, elle a lutté, elle a travaillé pour l'autonomisation des femmes. C'est elle qui a créé les maisons des femmes dans bon nombre de villes du Cameroun. C'était des établissements en fait qui offraient, qui administraient des formations professionnelles à des femmes non scolarisées pour leur autonomisation. Et c'est encore elle qui a permis que les filles mères, parce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, puissent reprendre leur scolarité après leur accouchement. Ce qu'elle voudrait qu'on retienne, c'est que selon elle, une femme éduquée, c'est une nation éduquée. Elle nous a quittés en 2020.
Et la quatrième, c'est Margaret Ngumu Sanga. Elle est née en 1951. J'aime particulièrement cette dame. Je ne l'ai pas connue, mais je l'aime beaucoup. Elle est née d'une famille de fonctionnaires. Son père était médecin, sa mère était enseignante, caractère bien trempé. Et elle a été scolarisée au Cameroun et en France. Elle est rentrée au Cameroun en 1979 avec dans sa poche son diplôme de médecin. Mais figurez-vous, Margaret Sanga n'a pas opté pour la médecine par mimétisme, encore moins par hasard, mais du fait de sa personnalité, par conviction. Parce que c'était une dame qui était profondément altruiste. À un moment de sa carrière, son mari lui a proposé de lui ouvrir une clinique. Comme bon nombre de médecins, elle aurait une situation un peu plus conséquente et elle a refusé. Toute sa vie, elle a travaillé, je dirais même elle a servi à l'hôpital La Quintini de Douala. Et parfois, elle faisait des consultations dans des cliniques privées et même là-bas, quand elle était face à des malades démunis, elle soignait gratuitement. Elle avait un grand sens de la famille. Pour elle, la cellule familiale était la base de la société. Elle croyait en une famille unie, une famille forte. Et avec son époux, elle parlait très souvent dans sa langue maternelle, dans leur langue maternelle, à leurs enfants. Parce qu'elle était convaincue que ça contribuerait à les rendre forts, à les bâtir. En 1990, quand le sida était encore une maladie honteuse, quand les malades même faisaient un déni de leur état, de leur maladie, elle a cofondé avec des consoeurs la branche camerounaise de la soie, Society for Women and AIDS in Africa. Cette association consistait à apporter de l'aide aux personnes infectées ou affectées et affectées par le VIH-Sida. Elle nous a quittés en 2010, 20 ans après la création de cette branche camerounaise de la soie. Ces 4 femmes dont je viens de vous dresser le portrait ont, selon moi, des qualités qui les rendent profondément inspirantes. Je trouve qu'elles ont fait preuve de courage parce qu'elles ont fait fi de ce que la société pensait. Elles ont, à mon sens, aussi eu un dévouement sans limite. Je pense qu'elles ont dû mettre de côté leur intérêt dans l'absolu pour se concentrer sur l'intérêt de leur communauté. Elles ont cru à un avenir meilleur pour notre pays. Elles ont eu foi en l'éducation, en l'autonomisation comme levier de développement de notre pays. Et enfin, elles ont eu la force de réaliser leurs rêves. Parce que dans la vie, là, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui rêvent, et puis ils dorment, ils caressent leurs rêves. Et puis il y a ceux qui rêvent, et puis ils se lèvent pour réaliser leurs rêves. Elle faisait partie de ces personnes. Je ne sais pas dans quelle partie vous êtes, mais bon, voilà. Et donc, elle m'inspire beaucoup. Elle m'inspire. Et elles m'ont confortée dans l'idée que il faut suivre, il faut écouter sa voix. Et c'est comme ça que j'ai décidé, j'ai fait 3 choix dans ma vie, 3 choix importants dont je vais vous parler, où j'ai écouté ma voix intérieure. C'est vrai que parfois, ça m'a conduit vers des sentiers un peu inconnus, mais je ne regrette pas. Le premier choix, je l'ai effectué après l'obtention de mon baccalauréat C. Je me suis orientée en médecine, certainement influencée par mon histoire familiale, parce que ma famille compte bon nombre de médecins. Et à l'issue de ma 3e année, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie. Et il a fallu affronter mes parents, prendre mon courage à 2 mains, pour ne pas dire 4,
pour dire à mes parents, je veux plus faire médecine, je veux faire quoi? Communication? Oui, communication. On savait même pas trop ce que c'était. Et puis, je suis la seule fille, je suis la première. Donc, j'étais celle qui devait perpétrer cette, si je peux dire, tradition. Et Dieu merci, ils m'ont suivi, ils m'ont inscrit en communication. Et quand j'ai commencé mes cours de com, j'ai compris que j'étais au bon endroit. Le deuxième choix, la deuxième fois que j'ai écouté cette voix, contre toute attente, c'était il y a une vingtaine d'années, quand je décide de quitter mon pays d'adoption, la Côte d'Ivoire, et de venir m'installer au Cameroun parce que j'ai eu une offre d'emploi alléchante. J'avais jamais vécu au Cameroun. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire après qu'on soit allé dans d'autres pays. Bon, j'étais plus petite, mais à 4 ans, avec mes parents, mes frères. C'est en Côte d'Ivoire que j'ai vécu mon enfance. C'est là-bas que j'ai vécu mon adolescence. Encore là-bas que j'ai vécu ma période de jeunes adultes. Bref. Et face à cette offre d'emploi, je décide de faire le grand saut vers l'inconnu parce que notre pays, là, c'est le défi. Donc, je décide de venir m'installer au Cameroun. Mes parents ne comprennent pas. Mais je vous assure, c'est une des plus grandes et plus belles décisions de ma vie. Et là encore, j'ai écouté ma voix intérieure. Le troisième choix, je l'effectue il y a 10 mois. En préparant le TEDx, je me suis rendu compte que, ça fait déjà 10 mois que j'ai fait ce choix-là. J'ai encore une fois écouté ma voix, mon entourage n'a pas très bien compris. Mon époux est là, il m'a dit, tu es sûre de ce que tu fais? Oui, je suis sûre. Après 17 années passées dans une multinationale, de la place à la tête du marketing, de la communication, membre du comité de direction et tout ce que ça implique, je décide de changer de cap et de m'adonner à ma passion, celle que ma mère m'a transmise parce qu'elle est titulaire d'une thèse en littérature africaine. Je décide de promouvoir la littérature africaine, notamment la littérature africaine jeunesse, au travers d'une librairie en ligne et au travers d'actions de moments de lecture que j'organise pour les enfants dans les écoles, dans les orphelinats et les bibliothèques que je crée aussi pour eux dans ces établissements. Voilà, je suis devenue entrepreneur culturel. Et c'est vrai, c'est pas facile tous les jours. Mais quand je vois ces enfants, moi je les appelle mes enfants, quand je les vois, les étoiles plein les yeux, en train de découvrir nos héros, notre histoire, je suis contente. Quand je monte les bibliothèques dans les orphelinats, j'ai vraiment la sensation d'être utile à ma communauté. Parce que mon ambition, en fait, c'est que mes enfants, vos enfants, nos enfants, les enfants africains, qui deviennent des adultes culturellement conscients, des adultes qui savent d'où ils viennent, des adultes qui peuvent, parler de l'Afrique, être ambassadeurs de l'Afrique dans le monde, qui peuvent porter haut l'étendard de notre continent africain. C'est mon ambition. Et je le fais donc au travers de la librairie, au travers de ces actions avec les enfants. Et bref, j'ai la joie de contribuer humblement au changement du narratif de notre Afrique. Comme Joseph Amua, qui croyait en l'unification de notre pays, comme Delphine Changa, qui croyait en la force des femmes, ou comme Sarah Kalaloube, qui voyait le potentiel derrière chaque enfant, ou même comme Margaret Sanger, qui voyait l'humanité derrière la maladie. Moi, à mon niveau, je crois que le développement du Cameroun, le développement de l'Afrique passe par la promotion de la culture, la promotion de la littérature africaine, la promotion de la lecture et la transmission intergénérationnelle. Alors, je suis presque à la fin de mon propos.
Je vais vous demander quelque chose, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Mais vous me regardez, fermez les yeux. S'il vous plaît, fermez les yeux et écoutez votre voix intérieure. Faites du calme quelques minutes dans votre esprit et écoutez cette voix intérieure. Quel est votre rêve? Ce rêve que vous avez toujours au fond de vous poursuivi. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez la conviction de réussir? Écoutez cette voix. Bon, mon temps est arrivé, donc ouvrez les yeux. Je vous propose quelque chose. Donnez-vous 30 jours. Ça veut dire le 19 mai. Et faites un pas vers votre rêve. Faites un pas, même petit. Je sais pas moi. Achetez un livre sur l'Afrique à un enfant, lisez-le lui. Engagez-vous dans une cause, votre communauté. Bref, vous connaissez votre rêve. Faites un pas. Oui, vous aurez peur. Oui, ça fait peur. Parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Oui, vous aurez des obstacles. Surtout ici au pays. Vous aurez des obstacles. Mais je peux vous assurer, parce que je le vis, que écouter sa voix et agir procure une paix et une joie indescriptibles. Indescriptibles. Et rappelons-nous de ces pionnières qui nous ont montré que le changement arrive par une personne finalement. Une personne qui ose s'écouter. Une personne qui ose agir. Une personne qui impacte. Alors, osez. Osez. Osez écouter votre voix. Osez agir. Vous allez impacter. Votre rêve vous attend. Le rêve là que vous avez vu, il vous attend. Et votre communauté, votre pays, l'Afrique, le monde ont besoin de vous. Je vous remercie.